Léonard, tu vas nous parler d'un coin d'Afrique dont on parle très peu, alors que beaucoup en France en connaissent les réfugiés venus de cette région. Je veux dire la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan. On a frôlé la guerre là-bas ces derniers mois avec un protagoniste de poids en plus, l'Égypte. En tout cas, la tension militaire était extrêmement forte. Oui, en effet, jusqu'au début de la semaine dernière, les observateurs de la situation dans la région étaient légitimement très inquiets. Tous les voyants étaient au rouge. Bien sûr, c'était encore une guerre de communiqués et d'intox avec peu de mouvements de troupes, mais enfin, les vraies guerres commencent comme ça. C'est pourquoi une image a soudain fait baisser la tension, et cette image, la voici. On y voit les chefs de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, du Soudan, Omar el-Béchir, et le Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Dessalegn, au sortir d'une réunion à Troyes, lundi de la semaine dernière, en marge du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. D'un seul coup, c'était l'amitié entre les peuples, l'entente cordiale, la fin des problèmes. Ouf, on a envie de dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tout le monde a été soulagé par cette image, c'est que dans les semaines précédentes, les images qui nous parvenaient de la région nous montraient plutôt des soldats brandissant leurs kalachnikovs, des convois de camions militaires et des conférences de presse où d'éminents galonnés brandissaient le poing en jurant de se battre jusqu'au bout. Pour quelle raison? Eh bien, pour une histoire vitale d'électricité et de barrages hydroélectriques. Pour vous expliquer tout ça en détail, avec Germain Vaudry et Reda Settar, nous vous avons préparé un petit cours d'histoire-géographie. Regardez. L'Éthiopie est une puissance régionale, certes, mais c'est un géant fragile en pleine frénésie de croissance. L'un de ses besoins stratégiques majeurs, c'est l'énergie. Aujourd'hui, le pays est surtout alimenté par un réseau hydroélectrique, quelques fermes éoliennes, un peu de géothermie, quelques parcs solaires, du recyclage de déchets et une poignée de centrales à diesel. Mais tout cela ne fournit de l'électricité qu'à 24% de la population. Le projet des dirigeants éthiopiens est donc de monter en puissance. D'où l'idée d'un premier barrage géant, le barrage de la Renaissance, qui pourrait même, à terme, mener à une surproduction d'électricité. Étant donné l'environnement politique volatile dans lequel évolue l'Éthiopie, l'arrière-pensée des Éthiopiens est évidemment de tisser des alliances régionales plus fortes, plus stables, en vendant de l'électricité à ses voisins, notamment le Soudan, le Kenya et Djibouti. Voilà donc le point central de la crise. Je cite son vrai nom, barrage de la grande renaissance éthiopienne, rien de moins. On dit plus simplement le barrage de la Renaissance. Ce sera le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Il devrait produire l'équivalent de 3 fois le barrage d'Assouan en Égypte. Et c'est là que l'Égypte entre en jeu parce que ça les fait que moyennement rigoler et c'est un casus belli même. Oui, et ce depuis l'annonce du lancement du chantier en 2011. Alors je vais étonner personne en disant que l'Égypte c'est le Nil et le Nil c'est l'Égypte. Le fleuve est la colonne vertébrale du pays. Depuis l'âge de pierre, c'est autour de lui que l'immense civilisation égyptienne s'est bâtie. C'est sur ses rivages que les grandes villes égyptiennes ont vu le jour. Ce sont ces crues annuelles qui irriguent le désert et satisfont depuis 5000 ans la faim et la soif des Égyptiens. Et le barrage de la Renaissance risquerait, selon le Caire, d'altérer le cours du Nil, notamment lors de la très longue phase de remplissage, presque 7 ans. Une phase de remplissage qui est imminente puisque le chantier est presque terminé. La question de l'évaporation de l'eau du réservoir et de la retenue des limons est aussi un motif d'inquiétude. Mais, bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup la guerre armée contre armée, on utilise plutôt des intermédiaires. Et comme dans la région, et comme partout dans le monde, les raisons de se détester ne manquent pas, les hommes prêts à la guerre non plus. Regardez. Dans la Corne de l'Afrique, quasiment tous les pays entretiennent sur leur sol des réfugiés, mais aussi les guérillas de leurs voisins. Au Soudan, on trouve des mouvements rebelles tchadiens, libyens et des milliers de réfugiés érythréens. En Éthiopie, d'impressionnants camps de réfugiés somaliens, sud-soudanais et érythréens. Mais aussi la base arrière de l'opposition sud-soudanaise et de mouvements armés érythréens opposés à la dictature d'Asmara. Et en Érythrée, des guérillas éthiopiennes soutenues par l'Égypte, ainsi qu'un lien privilégié avec l'opposition armée soudanaise du Darfour ou de l'État du Kassala. Et voilà, le décor est donc planté pour commencer le grand jeu auquel se sont livrés l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ces derniers mois. Le pion au centre du damier, vous l'avez vu, c'est l'Érythrée, l'allié de l'Égypte, l'ennemi juré de l'Éthiopie qui occupe d'ailleurs quelques villages érythréens depuis la fin de la désastreuse guerre que se sont livrés les deux pays entre 1998 et 2000.
La raison des montées des tensions, c'est que les négociations autour des eaux du Nil n'avancent pas. De conférences bilatérales en rapport d'experts, l'Égypte et l'Éthiopie n'en démordent pas. Pour chacune des capitales, l'enjeu est vital et la date butoir de l'achèvement du chantier approche. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on montre les muscles. C'est ce qu'a fait le Soudan en janvier, en fermant la frontière érythréenne et en dépêchant dans le coin une force d'élite, la force de soutien rapide d'un ancien chef janjaouide, Mohamed Hamdan Daglo, alias Hemiti, un seigneur de la guerre qui s'était fait connaître il y a 10 ans au Darfour et qui rend toujours beaucoup de services au président soudanais Omar el-Béchir, de quoi refroidir toute velléité égyptienne à travers son allié de l'autre côté de la frontière, l'Érythrée, et de quoi préparer la mèche qui peut mettre le feu à toute la région. Et c'est dans ce contexte qu'a eu lieu la réunion de la dernière chance au sommet de l'Union africaine la semaine dernière et que les 3 chefs d'État africains qu'on a vus tout à l'heure sur les images ont accouché de ça, un texte court qui définit le cadre général pour le partage des eaux du Nil et les mécanismes de résolution d'éventuels conflits. Alors, les optimistes souligneront que cette fois, on n'est pas passé loin du conflit armé et que la tension est heureusement retombée. Mais les pessimistes, eux, diront que c'est la 3e fois que les 3 pays signent la main sur le cœur, la promesse que cette fois c'est fini, c'est la paix, et que l'Érythrée, isolée comme jamais et humiliée par cet épisode, pourrait maintenant avoir envie de hausser le ton à son tour.